On voulait revenir évidemment sur toute la question des aînés. De mon côté, je vais aborder l'angle de où est-ce qu'on prend l'argent. Parce que hier, vous le savez, ça a été encore une fois la même ritournelle de la part du gouvernement libéral où on nous a dit « Ah, mais c'est bien beau, la CAQ, avec vos solutions miracles, il y a de l'argent qui pousse dans les arbres. » Et je dois vous dire que j'ai été scandalisé de la réaction du président du Conseil du Trésor à ma question, parce que le gouvernement libéral laisse des centaines de millions de dollars sur la table en gaspillage. Et pendant ce temps-là, que fait le ministre des Finances? Il va piller le portefeuille des aînés pour compenser cet argent-là qu'on n'a pas le courage d'aller chercher. Et je vais vous donner des exemples. Si je vous parle des centres de traitement de l'information, je vais vous résumer ça en disant que c'est l'endroit où le gouvernement va entreposer ses serveurs et entrepose l'ensemble des données utilisées par le gouvernement. Il y en a 450 au Québec. 450. Depuis des années, le gouvernement libéral dit qu'on doit les regrouper pour en avoir 2 ou 3, comme ça se fait en Ontario, comme ça se fait en Alberta. 100 millions d'économies récurrentes. 100 millions qu'on n'aurait pas besoin d'aller piger dans la poche de nos aînés les plus vulnérables qu'on laisse sur la table. Pire que ça, non seulement on ne le fait pas parce qu'on a confié le mandat au CSPQ, puis comme ils sont incompétents, ils ne le font pas, mais pire que ça, la personne qui va piger l'argent dans la poche des aînés, le ministre des Finances, responsable de l'Agence du revenu, est en train d'en construire un 451e. Puis le président du Conseil du Trésor, il fait des jokes. Combien de centaines de millions a-t-on payé en extra au ministère des Transports depuis des années? Bien, ça, c'est autant d'argent qu'on n'aurait pas besoin d'aller piger dans la poche de nos aînés. L'utilisation du logiciel libre, des dizaines de millions d'économies. Encore une fois, le CSPQ est incapable de mettre ça en place malgré des promesses répétées et répétées et répétées. Donc, des centaines de millions, peut-être même des milliards, parce que pensez à s'agir, un projet de 80 millions qu'on va payer au-dessus d'1 milliard qu'on a laissé sur la table. Pendant ce temps-là, parce qu'on n'a pas le courage de faire les bons gestes, de poser les bons gestes, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions, bien, on va piger dans la poche de nos aînés les plus vulnérables en se disant, bien, ouais, c'est ça la solution. Là-dessus, je vais passer la parole à mon collègue. On comprend la mathématique, elle est très claire. Parlons maintenant et pensons à nos aînés. Moi, hier, avant d'entrer au caucus, il y avait des aînés qui visitaient l'Assemblée nationale, leur Assemblée nationale, un groupe d'aînés qui sont passés. Puis les gens m'ont arrêté en passant, m'ont tenu le bras, puis il y a des dames qui m'ont dit « M. Paradis, continuez à nous protéger. » Pas des blagues, là. Je me le fais dire fréquemment. Dans ce dossier-là, de cet argent que l'on prendra dans le portefeuille de nos aînés, puis les chiffres sont assez probants, là. Là, à ce moment-ci, cette année, il y a 100 000 aînés qui vont atteindre le cap de 65 ans. Il y a 100 000 aînés qui, en remplissant leur formulaire d'impôt, vont se rendre compte qu'ils perdent 500 $. Puis qu'on arrête de penser que les aînés d'aujourd'hui ont plus d'argent que tout le monde. Ils font aussi les frais d'une surimposition, d'une surtaxation, des tarifs qui sont aussi élevés. C'est important dans le budget de nos aînés aujourd'hui. On est en train de dire à des aînés vulnérables, à des aînés qui n'ont pas le loisir, même s'ils le souhaitaient, de continuer à travailler, à des aînés qui ont travaillé toute leur vie durement, bien là, si vous voulez avoir une espèce de répit, vous devrez continuer, malgré vos conditions, malgré ce que vous souhaitez, pour faire en sorte qu'on favorise le maintien au travail. On va encore une fois revenir sur ce vieil adage de déshabiller Jean pour habiller Paul. Il y a des aînés qui aujourd'hui devront repenser leur budget, et ils sont nombreux. Il y a 4 associations qui représentent des aînés qui ont dit et qui disent au haut et fort « ça suffit ». Il y a des gens qui ce matin se demandent comment ils vont faire pour arriver. Et ça s'ajoute et c'est régulier. Des aînés qui nous contactent, des aînés que l'on rencontre, qui ont à respecter des paiements mensuels en fonction de leur rythme de vie et de leur qualité de vie, qui n'arrivent pas. C'est un fait. Le taux de pauvreté, le seuil de revenu minimal chez nos aînés, le taux de pauvreté chez nos aînés en 1995 était de 3,3 % selon les chiffres Broadband. Maintenant, en 2013, il est à 11,3 % En 2013, on est en 2016. Cette mesure-là va toucher 1 demi-million de personnes à terme, 1 demi-million de personnes qui, aujourd'hui, demandent au gouvernement de reculer, de faire en sorte qu'on arrête de les traiter de cette façon-ci, qu'on leur permette de vivre en qualité, en fonction de leurs choix,
et de leur capacité. Encore une fois, dans une mesure comme celle-là, on touche des gens vulnérables parmi les plus vulnérables. À cette dame qui, hier, me prenait le bras en disant « Monsieur Paradis, allez-vous continuer à nous défendre? » Bien, la réponse est oui. Puis on va faire en sorte, on va mettre de la pression pour que nos aînés ne fassent pas les frais d'une politique insensée. Merci beaucoup. Période de questions, M. Mathieu Boivin. J'ai nouvelle. Monsieur Kerr, Monsieur Paradis, vous êtes tous les deux députés d'un parti fédéraliste. Comment est-ce que vous interprétez le retour à la tête d'un des plus gros conglomérats médiatiques au Québec, d'un type qui avait le bras dans les airs pour faire un Québec un pays? D'abord, on est un parti nationaliste, apporter cette petite nuance-là. Écoutez, Pierre-Carl Péladeau est l'actionnaire de contrôle de Québécois. C'est son entreprise et il décide En fait, je pense qu'il n'a jamais vraiment quitté la tête de l'entreprise puisqu'il est toujours resté l'actionnaire de contrôle de Québécois. Est-ce que des nationalistes fédéralistes doivent s'inquiéter du retour de M. Péladeau à la tête d'un conglomérat médiatique d'importance? Bien, moi, je crois en la qualité, au professionnalisme des journalistes en général. C'est assez têteux comme réponse. Puis je pense que les journalistes de Québécois vont continuer à faire le travail qu'ils ont toujours fait comme ils l'ont toujours fait. Et j'ose croire que ces journalistes-là n'accepteront pas de l'ingérence dans leur travail ou dans la façon de livrer l'information, ce qu'ils ont à faire. Donc, moi, j'ai confiance aux professionnalistes des journalistes et ça inclut les journalistes de Québécois. Alain Laforêt, Monsieur Paradis. C'est toi, ça. C'est vous, hein. Votre chef vous désigne déjà ministre de la Santé s'il devient premier ministre? La question? C'est ça. Vous en pensez quoi? Puis je pense qu'en 2018, le souhait que nous avons, c'est de former le prochain gouvernement. Le souhait que nous avons, c'est que François Legault soit premier ministre. À partir de ce moment-là, ben, il lui incombera de décider qui l'entourait, de quelle façon, dans des positions qui sont importantes et cruciales. Alors, je suis fier de savoir que dans la pensée de mon chef, j'occupe une place, mais ce sera à lui de décider et je ferai, si nous sommes au gouvernement, je ferai le travail qu'on me confiera avec énormément de conviction et de volonté d'aller de l'avant. Il a dit, là, la question est pour vous deux, il a dit hier, entre autres, que s'il n'était pas premier ministre et que les militants choisissaient, il pourrait rester député de la CAQ et ne plus être chef. Vous en pensez quoi? Bien, j'en pense que ça témoigne de l'engagement de l'homme. Je pense que ça témoigne du fait que François Legault n'est pas là par désir du pouvoir, mais par désir du devoir. Il voit le Québec, ce qu'il voit, il ne l'aime pas. Et plutôt que de rester assis dans son salon à jouer les gérants d'estrade, il a décidé de s'impliquer. Et ce que je comprends, c'est que son implication n'est pas conditionnelle à une fonction ou à une autre. Il s'implique, puis il va offrir ses immenses talents aux Québécois dans le mandat que les Québécois lui confieront. Et ça, je vous dirais que ça ajoute à ce que l'on remarque de l'homme, son intégrité, son honnêteté, son désir de changement. Et ça permet de constater qu'au-delà de titres ou de positions, la volonté ferme de François Legault, c'est de voir le Québec changer pour le mieux. Nicolas Vigneault, Radio-Canada. Sur les juristes, tout à l'heure, le gouvernement va présenter sa position et dire qu'effectivement, ils ont la même chose que les procureurs de la Couronne. Comment vous trouvez le travail de Pierre Moreau jusqu'à maintenant dans ce dossier-là? Bien, écoutez, Pierre Moreau est arrivé un peu en sauveur, mais je pense qu'on se rend compte là, que les attentes étaient probablement un peu élevées. Mais il est clair qu'il faut que ce conflit-là se règle. Puis je veux juste prendre à titre d'exemple pour qu'on comprenne bien, pour humaniser les conséquences de ce conflit-là. Moi, j'ai une citoyenne qui devait recevoir un montant substantiel de l'État, d'un organisme de l'État, que je ne mentionnerai pas parce que je voudrais que ce dossier-là reste aussi confidentiel que possible. Vous comprendrez que c'est un dossier qu'on traite au bureau de comté. Et qui a reçu un jugement positif. Maintenant, ce jugement-là doit passer à travers les mains des juristes de cette organisation-là avant d'être exécutoire. Et donc, comme ça ne se fait pas, cette personne-là ne reçoit pas le montant auquel elle a droit, ce qui lui cause des soucis financiers. Et vous comprendrez que quand une personne comme ça est indemnisée par l'État, bien, c'est parce qu'il y a une incapacité qui vient avec ça. Alors, en attendant, cette personne-là, elle vit dans l'angoisse.
elle vit dans l'attente et elle vit dans les problèmes financiers. Ça, là, c'est les conséquences directes de ce qui se passe présentement. Donc, nous, on souhaite que M. Moreau, dont c'est le travail, trouve une solution à ça aussi rapidement que possible parce que les conséquences humaines sont terribles. M. Paradis, hier, vous avez été à la rencontre sur le 3e lien. Vous n'êtes pas tout à fait favorable nécessairement à un tunnel. Peut-être expliquer votre position. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et de ce qui a été discuté notamment hier soir? Je pense qu'il y a une bonne nouvelle à ce rassemblement d'hier, c'est-à-dire que le projet, il est aussi vivant, aussi fort qu'il l'a toujours été, et ça se reflète dans cette volonté populaire de trouver une solution, de faire en sorte qu'un projet aille de l'avant. À ce moment-ci, je pense qu'il est temps maintenant de poser un geste concret. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, profitant du prochain budget à venir au mois de mars, c'est d'allouer des fonds pour la création d'un bureau de projet. Un bureau de projet où on sera en mesure de regarder ce qui se passe, d'aller chercher tous les éléments relatifs à ce dossier-là, de penser au montage financier, de commencer à penser à des échéanciers, mais de colliger tout ça et de finalement faire en sorte que le geste accompagne les paroles. Je vous rappellerai qu'il n'y a pas très longtemps, le premier ministre lui-même, sur le quai Paquette à Lévis, disait que c'était un dossier qui devait aller de l'avant. Bien, il est maintenant temps de le faire. Alors, un bureau de projet va nous permettre d'avancer. Il y a énormément de scénarios qui sont sur la table actuellement. Ils prennent toutes sortes de formes. Il est temps de faire en sorte qu'on puisse maintenant comptabiliser tout ça, présenter des solutions qui nous permettront d'aller de l'avant. Mais fort est de constater qu'aujourd'hui, le projet est plus fort que jamais. Il faut faire un pas de plus dans la bonne direction. Alexandre Robillard, La Presse canadienne. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous souhaiteriez que M. Legault demeure chef, même peu importe le résultat de la prochaine élection? Bien, pour ma part, oui, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Je regarde comment M. Legault mène la barque de la CAQ depuis le début. Et je dois dire que je l'admirais déjà comme entrepreneur, un peu moins comme politicien, parce que, bon, il y a eu un passé douteux, il faut bien le dire. Mais aujourd'hui, je travaille avec lui, puis je peux vous dire que j'ai encore plus de respect pour l'homme, pour le politicien, pour le chef. Et je pense que François Legault, en fait, j'affirme que François Legault est le chef politique le plus premier ministrable qui m'ait été donné d'observer depuis que je m'intéresse à la politique. Mais spontanément, vous vous êtes rallié à l'idée que s'il n'était pas satisfait du résultat, il demeure dans le caucus à titre de simple député. Donc, c'est pas... Moi, je vais respecter la décision que l'individu va prendre. Vous me demandez ce que moi, je souhaiterais qu'il reste chef. Donc, il y a une différence entre ce que moi, je souhaite puis la décision qu'il va prendre. C'est pour ça que je pose la question. Mais moi, c'est sûr que je me vois parfaitement être aux côtés de François Legault pour encore très longtemps. Mais ma conviction profonde, c'est que je vais faire ça, et je vais faire ça alors que François Legault va être premier ministre du Québec. Peut-être en terminant, une question concernant le fait... Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur la dynamique d'un caucus que l'ancien chef fondateur soit un backbencher pendant qu'il y en a un autre en avant qui dirige la formation. Ça, est-ce qu'a priori, c'est quelque chose qui pourrait être une source de conflit ou de tension? Écoutez, là, on est vraiment dans la scénarisation. Là. M. Legault l'a envisagé hier, donc j'imagine que vous êtes capable de vous prononcer là-dessus. M. Legault répondait à des questions hypothétiques. Il a émis un scénario hypothétique. Le scénario avec lequel moi je travaille, c'est que François Legault, c'est mon chef. Je souhaite qu'il reste mon chef. Je vais continuer à travailler, à faire en sorte que mon chef devienne le prochain premier ministre du Québec. Ça, c'est le scénario sur lequel je travaille. Le reste, c'est de l'hypothèse, là, puis on peut fabuler longtemps. Merci beaucoup. Marc-André Gagnon, M. Paradis. M. Barrette était tassé des négociations avec les fédérations de médecins. Et là, on voit que le gouvernement donc, va dépenser plus de 400 000 $ pour recourir à 2 négociateurs externes. Ça vous dit quoi sur le leadership du gouvernement? Bien, écoutez, 2 choses. Qu'on fasse appel à des négociateurs externes, ça prouve que, et on le savait déjà, que le ministre de la Santé, à ce chapitre-là, n'a pas sa place dans ces négociations-là. Ce qui est un peu questionnant, c'est qu'on doive aller à l'externe pour aller chercher des négociateurs, ce qui engendre évidemment des coûts dont vous venez de parler. Alors, à travers ce ministère, n'avait-on pas des gens qui auraient pu assumer ce rôle-là? Alors, manifestement, non. On doit aller à l'extérieur. C'est une dépense supplémentaire. Alors que le message de base, cependant, il est clair aussi.
pense que Gaétan Barrette, vis-à-vis des fédérations, il n'y a plus aucun échange possible. Les ponts sont tombés depuis longtemps. Je parle d'un troisième lien, mais il y en aurait un qui ne se rapprocherait pas des fédérations avec le ministre de la Santé. De fait, l'image, elle est claire, elle est celle que l'on pensait. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'intérieur de ce ministère immense des gens qui puissent assumer ce rôle-là sans qu'on ait à défrayer à l'externe. Est-ce que M. Barrette, donc, devrait être remplacé? C'est un peu ce que disait M. Lisée plus tôt. M. Barrette, vous le voyez, je veux dire, à travers des objectifs à atteindre, utilise des méthodes qui sont décriées par tous. Il est loin de faire l'unanimité. Je pense que ce style-là de confrontation n'a pas sa place dans un système où la collaboration donne de meilleurs résultats. Il y a des volontés de collaboration, mais manifestement, la porte du bureau du ministre est fermée à ceux qui souhaitent proposer des idées si ce ne sont pas les siennes. Si je peux me permettre, sur un autre sujet, vous avez travaillé pour un média québécois pendant combien d'années déjà? Trentaine. Une bonne trentaine d'années. Je crois que la question vous a déjà été posée, mais j'entends les questions qui sont soulevées un peu partout ce matin. Les gens se demandent est-ce qu'il y aura de l'ingérence dans les médias québécois de la part de Pierre-Carl Péladeau. Donc, vous avez été pour TVA pendant une trentaine d'années. Est-ce que vous est déjà arrivé d'être témoin, de près ou de loin, d'un quelconque acte d'ingérence de la part de Pierre-Carl Péladeau dans l'exercice de votre travail ou celui de vos collègues? Dans ma carrière d'affaires publiques, tant à Montréal que dans nos studios de Québec, jamais ce n'était arrivé. J'ai toujours eu la liberté et les grandes chances d'avoir carte blanche sur tous les sujets que j'avais abordés, dans la façon de le faire et dans la finalité également. Puis j'imagine, pour connaître plusieurs personnes qui sont à travers les médias aujourd'hui, que le journaliste lui-même est en quelque sorte le maître d'œuvre de ses actions. Non, je ne crains pas d'ingérence. Merci. Marco Bellard-Cirino, Le Devoir. Bonjour. Monsieur Kerr, est-ce que M. Péladeau est aujourd'hui encore un homme politique, selon vous, ou c'est essentiellement un homme d'affaires comme tous les autres? Non, je pense que c'est un homme d'affaires. Ceci étant dit, M. Péladeau a ceci de différent qu'il a affiché ses convictions politiques, ce que plusieurs hommes d'affaires ne font pas, n'ont pas à faire non plus. Mais je pense qu'il est retourné aux affaires et je pense que comme n'importe quel homme d'affaires, Pierre-Carl Péladeau va avoir le souci de faire prospérer son entreprise et prendra des décisions en conséquence. Hier, le chef du Parti québécois a rappelé les 20 mesures d'intégration des immigrants, notamment sur le marché du travail. Il a évoqué la possibilité de sévir plus durement à l'égard des propriétaires d'immeubles, notamment, qui feraient, selon lui, du racisme ordinaire ou extraordinaire en bloquant, en fait, en n'octroyant pas de bail à des immigrants ou encore les chefs d'entreprise qui n'embauchent pas de personnes parce que leur nom se termine par El Barouk plutôt que Tremblay ou Belair. Il proposait aussi donc de sévir plus durement avec des amendes. Est-ce que c'est une approche qui vous apparaît raisonnable? Bien, d'abord, avant de parler d'amende ou avant de parler d'inspecteur, je pense qu'il faudrait documenter le phénomène. Est-ce qu'il y a du racisme? Très certainement. Tout le monde est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on parle de culture du racisme? Est-ce qu'on en est rendu là? Moi, je pense qu'on doit documenter le phénomène. Puis, l'autre aspect sur lequel on doit travailler aussi, c'est sur l'employabilité et la reconnaissance des diplômes des immigrants. Là-dessus, ça me fait un peu rire parce que le premier ministre nous fait des grandes leçons de morale. Mais demandez-lui, comme ministre de la Santé, c'était quoi le pourcentage d'intégration des médecins étrangers dans le corpus des médecins québécois? On était dernier au Canada. Qu'est-ce qu'il a fait pour augmenter ça? Rien. Alors moi, je veux bien qu'on parle de tolérance et d'intégration et d'ouverture à l'autre, mais ce que j'ai entendu, moi, des leaders musulmans après la tuerie de Québec, c'est ce qu'on veut, c'est des emplois. Ce qu'on veut, c'est être capable de travailler, la dignité. On veut faire partie de cette société-là, on veut contribuer à la société. Donc, il y a un gros travail à faire de ce côté-là, et je pense que au Québec, on devrait s'attacher à cette tâche-là principalement. Maintenant, combattre le racisme,
dans toutes ses formes, on sera toujours favorable à ça. Il n'y a aucun problème. Sur les moyens, bien, je pense qu'il faudra en discuter. Mais justement, est-ce que vous avez une idée concrète d'une façon, d'un moyen pour faire tomber les obstacles au marché du travail qui se dressent devant les immigrants? Je pense que je viens de vous en donner un bon moyen. Moi, c'est un dossier que j'ai porté très longtemps, l'intégration des médecins étrangers notamment. Bon, il y a d'autres corps d'emploi. Ça serait prévu dans le projet de loi 98, non? Ben, écoutez, on étudiera le projet de loi quand on sera rendu là, mais je vous dis que c'est un des moyens, très certainement, d'intégration. Mathieu Boivin, sur cet enjeu-là, est-ce que la CAQ soutient la création d'une escouade de faux chercheurs d'emploi pour piéger des employeurs présumément racistes? Écoutez, ce n'est pas des discussions qu'on a eues au caucus. On aura les discussions en temps et lieu. Il y a un projet de loi qui est déposé. On aura l'occasion d'en discuter. Mais moi, personnellement, je me questionne à savoir est-ce qu'on est rendu là au Québec? Est-ce qu'on a besoin de ça au Québec? Est-ce que le phénomène au Québec est à ce point important qu'on a besoin de mettre en place une escouade? Ou est-ce que c'est une mesure tape à l'œil? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des deniers qui viennent avec ça. Ces gens-là, il faut les payer, il faut leur donner des bureaux, il faut leur donner des outils. Donc, il y a des montants d'argent qui viennent avec ça. Et j'ai aucun problème à investir pour combattre le racisme, comprenez-moi bien, mais encore faut-il que ce soit justifié et efficace. Je prendrai un terme de santé, si vous permettez. Avant de choisir le traitement, il faut établir le diagnostic. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Good morning. Ryan, excuse-moi, tu étais dans la lumière. Ryan Hicks, CBC News. The government says okay, we're going to increase the age for the seniors tax credit by a few years. What's wrong with that? What's wrong? They clearly attack vulnerable people, vulnerable senior, and in the same time, they left on the table $1 million, $100 million, because they don't care about the way we manage computing issues. And President of Treasury Board joking on that. And for me, for us, it's unacceptable. The seniors affected, how many seniors are we talking about that qualify? Le nombre qui qualifie pour ce crédit d'impôt? Est-ce que c'est tous les aînés? No, I don't think so. But one is too much because, as I said, we let on table $1 billion we can use to finance all our social program. But because the government didn't that in the past, they taxed the senior because it's a kind of tax for me, for us. And before taxing anyone, I mean, make sure that you manage properly the money you have on your pocket right now. What's that government didn't do in the past, and the president of Treasury Board making joke yesterday with that, and I have no fun to hear that. It's not funny. It's not a joking issue. Okay, merci. Merci beaucoup.